Alors, on a souhaité, avec Paola Daniele, qui va vous présenter son travail et une performance en live, on la remercie énormément. On a pensé de mettre en perspective son travail par un PowerPoint qui va nous permettre de parcourir ce champ que personnellement j'ai découvert, ce n'est pas du tout ma spécialité, énorme et très riche, de la présence réelle ou figurée du sang menstruel dans l'art, essentiellement à partir des années évidemment 60, 70. Et ça permettra éventuellement de souligner des lignées, des filiations par rapport au travail de Paola. Donc on a conçu ça, je vais aller très rapidement. Il y a une première partie consacrée aux représentations picturales. Alors, petit clin d'œil aux séances précédentes, le sang féminin n'a pas droit de citer dans la peinture occidentale, à l'exception du sang des martyrs. Donc on a ici deux représentations de Sainte Agathe, et Paola travaille aussi sur la figure de la sainte, et nous en parlera un peu plus tard. On retrouve déjà ce chromatisme blanc-rouge qui sera une constante dans ces représentations et aussi dans ton travail. Couplez ça. Oui, c'est ça. Rappeler. Donc ça, c'est Sainte Agathe dont le martyre consiste à cette mutilation des seins, sainte protectrice de Catane, par ailleurs. On peut descendre, alors on trouve très peu de représentations de sang féminin, à l'exception de rares représentations des années 30, de nativité, d'accouchement, où ce sang est figuré, donc ce tableau de Chagall sur la nativité, puis Frida Kahlo avec des tableaux très connus, peut-être assez vite, ce tableau-là, le lit volant met en scène sa fausse couche, donc elle est allongée dans une mare de sang sur le lit d'hôpital, et on retrouve par exemple l'idée de ce symbole de la fleur fanée en bas, par rapport à son impossibilité d'être mère. Donc là on a une charge émotionnelle très forte, et le deuxième met en scène une sorte de naissance, mort aussi, donc elle est à la fois la femme qui donne la vie et la femme accouchée, ce visage accouché. Ensuite, alors je fais un grand saut, pardon, on va passer vraiment aux années 60-70, évidemment, c'est là le moment où le sang menstruel, la figuration du sang menstruel dans l'art devient un véritable enjeu politique, avec le mouvement féministe aux États-Unis et en Europe. Alors, la Californie est un véritable laboratoire, et tu m'as parlé de cette œuvre iconique pour toi, qui est une de tes œuvres préférées, le drapeau rouge, red flag, d'une artiste américaine, californienne, alors qui met en scène l'enjeu évidemment de rendre visible ce geste très, très quotidien et familier, mais qui était immontrable. Donc on est vraiment sur la dialectique visible, invisible. Il s'agit donc toujours de questionner les normes, les représentations sociales et culturelles. Une manière de prendre le phallus. Oui, voilà. Et donc elle avait conçu une sorte de trompe-l'œil aux effets déceptifs, puisqu'elle dit qu'elle a conçu c'était tellement impensable de montrer ce geste-là que la première chose que percevaient les spectateurs, c'était un pénis ensanglanté, ce qui permettait de réactiver les fantasmes de castration. Évidemment, ce qui est questionné, c'est aussi, on en reparlera, la place de la femme artiste à l'époque, dans la politique culturelle, les institutions. Si on avance, alors, toujours pour les représentations, les figurations d'un corps qui saigne, là c'est une artiste beaucoup plus proche de nous, donc pardon pour les grands sauts, mais on trouvait ce tableau très intéressant. Une artiste britannique d'origine iranienne qui donc Memphis Pride, qui met en scène, donc qui thématise évidemment la notion de marque, de tâche, de souillure, de stigmate social, toujours, alors, qui se met en scène, c'est un autoportrait au centre du tableau, avec une robe blanche immaculée tachée, et entourée d'un chœur de personnages de tous âges et genres, qui expriment de façon très spectaculaire le rejet, le dégoût, l'effroi, et le personnage, évidemment, avec ce regard frontal, donc qui représente l'artiste, lève le poing en signe de résistance, et donc exprime tout sauf de la soumission ou de la gêne. Donc il y a ces dimensions ironiques aussi de mise en abîme dans le tableau. Il y a sûrement toute une trame de référence aussi à la dimension théologique et religieuse du stigmate sur la menstruation, par le fait qu'il s'agit d'un triptyque, donc il y a la tradition des retables. Il me semble que la composition peut rappeler aussi le Christ moqueur ou en dérision. Et par ailleurs, elle se met aussi en scène à l'arrière-plan, vêtue d'un voile intégral, partageant ce sentiment d'effroi avec les autres. Donc voilà, c'est très rapide, hein, excuse-moi, très peu de temps. Un autre courant pour ce qui concerne la peinture, c'est non pas de figurer, de représenter un corps saignant, les épanchements
sanguin, mais d'utiliser le sang comme médium, une sorte de pigment organique. C'est aussi quelque chose, un champ très, très riche et que j'ai découvert très porteur. Il y a énormément d'artistes et d'articles, de volumes, de colloques, de podcasts qui sont consacrés à tous ces courants. Donc on peut avancer peut-être sur Laetitia Bourget, je crois que qui a été interviewée avec toi dans le podcast de France Culture sur les règles de l'art, qui utilise son propre sang menstruel mêlé d'urine pour mettre en scène différentes scènes qui ne sont pas en elles-mêmes provocatrices, mais qui dit avoir été souvent ostracisée. Elle a subi des décrochages d'exposition par le simple fait d'avoir utilisé ce médium-là, et qui dit l'utiliser comme une sorte de matériau à sculpter en jouant alors, de ses couleurs, le sang sec, frais, etc. Donc tu le diras peut-être, puisque tu l'as connu, ce que tu en penses. Alors je n'ai pas résisté là à ce portrait d'un ancien président des États-Unis. Ancien, voilà, j'insiste. Alors, c'est une activiste, Sarah Levy, une artiste activiste américaine, qui l'a posté sur Facebook après une interview de ce personnage sympathique qui avait parlé de façon très insultante d'une journaliste de Fox News qui était particulièrement offensive et qui l'attaquait sur son sexisme en disant on aurait dit que du sang sortait de ses yeux, que du sang sortait de de partout, et donc elle a répondu comme ça. Toujours délicat, quoi. Pas mal. Donc voilà, c'est quand même. Elle a posté sur Facebook. Là, on est toujours à la frontière entre art, activisme et militantisme. En tout cas, ça ressemble. Oui, c'est très, très ressemblant. Et bon, évidemment, le courant le plus central par rapport à ces questionnements, la mise en jeu, visibilité, invisibilité du sang et toutes les représentations socioculturelles qui enferment le corps de la femme, c'est la performance et l'art corporel. Et donc, Paula, tu nous diras si tu t'inscris plutôt dans cette lignée, cet héritage-là. Alors, on a sélectionné quelques-unes. États-Unis d'abord. Alors, évidemment, il s'agit de supports, de démarches très différentes, puisqu'on a eu toutes les vagues de féministes qui se sont succédées des années 60 à aujourd'hui, donc constructivistes, essentialistes. On a donc des positions assez différentes qui se reflètent aussi dans les démarches artistiques. Le point commun, c'est la jonction de l'intime et du politique, qui te caractérise aussi, et cette remise en question des normes et des représentations. Mais voilà, on a des points de vue très différents. Alors, une des performances les plus connues, qui a été d'ailleurs reprise, on a trouvé des performeuses qui reprennent et qui rejouent cette performance, c'est Vagina Painting, 65, une artiste américaine d'origine japonaise, Shigeko Kubota, qui a coincé un pinceau dans son vagin et qui se place verticalement sur de grandes toiles blanches à l'horizontale et qui trempe ce pinceau dans de la peinture rouge, très souvent, et qui donc, par ses mouvements, ses gestes, une sorte de chorégraphie, trace comme des calligraphies. Et là, donc, le sang menstruel et le vagin, le sang menstruel, sont évidemment réinvestis, comme tu le feras toi aussi, d'une valeur créatrice, vitale, et se crée toutes sortes d'analogies symboliques entre la création, la procréation, il y a beaucoup de choses à dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était conçu comme une sorte de réponse féminine et féministe, et à la peinture de Pollock, le dripping, par le dispositif, qui était dans leur discours conçu comme peinture jaculatoire, et aussi à une célèbre performance d'Yves Klein, qui utilise des modèles, des femmes nues qui se roulent dans de la peinture bleue, et qui est ensuite complètement dirigée par le maître, l'artiste, qui dirige totalement leur chorégraphie. Donc l'idée d'une réification du corps de la femme laisse des traces bleues, des empreintes bleues sur la toile. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que cette performance a eu autant d'échos et des reprises. Bon, on peut passer sur le reste, je dis Chicago, souvent des références, des installations, des vidéos qui mettent en scène les toilettes. Et là, vous avez le visiteur qui entrait dans des toilettes immaculées, blanc immaculé avec des produits d'hygiène, donc aussi la notion de propreté, d'hygiène, et qui tout à coup se trouve devant des tampons gorgés de sang dans une poubelle. Alors, pour l'Europe, l'actionnisme viennois dont on a parlé par rapport à Nietzsche, c'est aussi un mouvement corporel très radical. On va peut-être
passer Oui, d'accord. temps. Gina Pan, alors tu m'en as parlé, toi aussi, de la pratique de l'automutilation. Alors on a une séance sur les automutilations en particulier, donc là ce n'est pas du sang figuré, donc il y a vraiment une violence qui est faite au corps, qui figure, qui incarne aussi toute une série de violences physiques et symboliques que subit le corps de la femme. Je ne sais pas si Paola, parce que tu l'avais cité dans tes références, si tu voudras en parler après de cette performance-là. Alors là, vous avez justement une performeuse qui reprend celle à New York en 1965. Et je pense qu'on arrive à ton travail, Paola. Ah non, ça, oui, il y avait la question de la censure et des formes de résistance institutionnelle. Bon, toutes ces artistes femmes, dans toutes ces vagues successives qui ont des enjeux très différents, questionnent évidemment si le statut, l'espace donné à la femme artiste. Et il y a la question de la politique culturelle, de formes d'ostracisme, de résistance, donc peut-être tu vas nous parler aussi. Et là, c'était un épisode très connu de cette star de l'art contemporain portugaise, Ilona Vasconcelos, qui avait, comme souvent à Versailles, il y a des expos qui sont consacrés à des artistes. Elle avait conçu donc un énorme lustre formé de 25 000 tampons immaculés. Ce n'est pas très écologique, mais en tout cas, ils étaient blancs, ils n'étaient même pas gorgés de sang. Et le lustre a été retiré, la sculpture a été retirée de la galerie des glaces, donc inconvenante, pas adaptée au lieu. Et on arrive au travail de Paola Daniele, donc, qui fait partie de ce collectif au nom évocateur, Ik Establishments. Donc Paola, si tu veux, on peut mêler les questions qu'on avait prévues au diapo. Peut-être justement nous dire très concrètement, évoquer ton parcours, l'importance de ce collectif, de qui est-il formé, et les lieux où tu interviens aussi, les musées, les festivals, enfin les différents cadres où tu interviens. Donc beaucoup de lieux, tu voyages beaucoup. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'est hyper inspirant, même si je ne suis pas chercheuse, je m'intéresse à la question depuis plus de 10 ans. Parce que j'ai commencé à utiliser pendant mes performances au début du faux sang. Je me suis formée plutôt comme danseuse contemporaine au début et après à la danse-théâtre, j'ai commencé à faire plus de performances avec du faux sang et à un moment j'étais invitée en 2013 dans une rétrospective sur les femmes artistes des années 70. Je me suis dit pourquoi pas utiliser mon vrai sang menstruel. Et c'est là que ça commençait à voilà, tout ce travail que j'avais fait un peu sur les traditions et sur l'utilisation du sang aussi dans les fêtes populaires en Calabre, etc., qui m'a servi pour mettre en scène après mes performances et surtout pour réunir ces collectifs que j'ai réunis à Paris en 2014. On a fait une première expo en 2014 au 59 Rivoli, c'est une galerie à la rue de Rivoli qui est un lieu qui a une histoire de lieu occupé et qui est après devenu, à travers la mairie de Paris, un lieu qui souvent donne la visibilité en général, c'est souvent des artistes qui font des œuvres collectives. Donc, nous avons eu cette chance. Le fait de faire notre première expo 59 Rivoli, ça nous a donné beaucoup de visibilité. Et c'était comme je dis, notre chance parce que c'était en plein mois d'août. Et donc, il y a beaucoup de touristes qui sont passés et aussi des journalistes qui étaient en vacances, qui venaient par exemple du Mexique ou d'Espagne et tout ça. Et du moment que c'est une thématique très spécifique, et qu'effectivement en 2014 ça venait d'être visible parce qu'elle a toujours été utilisée dans les arts comme on a vu. Il y a eu cette première vague des artistes femmes des années 70 et après ça s'est arrêté. Et donc moi quand j'étais invitée pour cette rétrospective, je me suis demandé pourquoi les femmes elles savaient arrêter d'utiliser leur sang dans les performances. Et en fait il y a un institut d'études qui se trouve à Boston qui est spécifique sur les menstruations et en fait l'idée centrale c'est que dans les années 80 avec le boom économique, les menstruations ont été associées avec une crise hygiénique.
Donc c'est Chris Bobel qui a en fait écrit cette théorie. Elle dit les femmes doivent être vues comme en fait l'idée primitive de montrer par exemple dans Land Art d'Anna Mendieta où on voyait vraiment les corps, les femmes avec leurs poils, les poils pubiens et tout, qui dans les années 70 était symptôme de liberté et en fait pourrait prendre notre place, même les odeurs, par la question de l'odeur, beaucoup, et en fait c'était naturel, c'était aussi les sons associés à quelque chose de totalement et complètement naturel. En fait, dans les années 80, il y a ces booms où en fait les sons deviennent bleus dans les publicités et même les odeurs, il faut les cacher, les dissimuler, donc c'est l'explosion des déodorants pour les vagins. Qu'aujourd'hui, en fait, avec toutes les études, on retourne au bio, on retourne aux produits naturels parce qu'on sait que c'est très mauvais pour la santé. Même les serviettes hygiéniques qui étaient blanchies avec des produits chimiques, c'était ça qui donnait cette odeur typique. Par exemple, il y a Simone de Beauvoir qui il décrit cette odeur de menstruation comme violette fanel, la honte associée à cette odeur qu'on a toujours, par exemple ma génération, on a toujours vécu ça, de dire peut-être qu'ils savent que j'ai les menstruations parce que cette odeur mélangée aux blanchisseurs chimiques. Alors que finalement, si on les sent menstruels quand il sort de notre vagin, il a une odeur de fer, c'est vrai, une odeur organique, mais ce n'est pas une odeur aussi répugnante, aussi forte que quand il est rentré en contact avec effectivement des serviettes hygiéniques. Et aujourd'hui, on revient effectivement à l'utilisation des produits biologiques, les cotons organiques, les choses réutilisables, etc. Pas seulement pour l'écologie, mais aussi pour une question effectivement de santé. Parle par rapport à cette idée de nature. Bon, tu m'as dit le humus, le terreau sur lequel tu travailles, c'est à la fois tout cet héritage d'art féministe années 60-70, aussi ton rapport à la culture du sud de l'Italie, avec les dimensions rituelles, religieuses dont tu as beaucoup parlé. Tu as des expériences, des souvenirs d'enfance très forts de ce rapport-là, de rituels, de processions, San Gennaro Naples. Bon, il y a tout ça qui se mêle, et tu parles en même temps, tu parles de nature, du fait qu'il faut comme le normaliser, le voir comme une équipe naturelle, en même temps tu le surdétermines d'une valeur sacrée, tu sais, une puissance magique. Sacrée, là, on va avoir un rituel qui renvoie à des croyances magico-symboliques du Sud. Donc il y a ces deux éléments, peut-être la dimension rituelle, parce que tu parles souvent de rites, de rituels pour tes performances, et peut-être on peut l'illustrer à travers les photos, si tu veux. Oui. De trois performances. Oui, là, c'est le serpent et les fleurs, qui étaient les deux images qu'on retrouve déjà dans les traités, qui vont peut-être t'inspirer pour tes prochaines performances. La première performance Credo in Luna. Oui, c'était en 2016 au Cirque électrique. En fait, c'est là où il y a eu une expérience très forte directe avec l'odeur, parce que déjà, quand je fais les performances, en général, il y a toujours plus ou moins les mêmes questions qui reviennent à la fin des performances. Est-ce que c'est du vrai sang? Où je trouve ces sons, parce que ce n'est pas forcément la première chose, on ne pense pas tout de suite au son menstruel, mais on peut penser aussi du son animal, parce qu'il y a aussi des artistes qui utilisent leur son animal, notamment Anna Mendieta pour les performances. Et après la question de l'odeur, parce que ça arrive que quand le son, je le garde au congélateur chaque mois, et après je le décongèle, mais quand je l'utilise plusieurs mois, ou peut-être je le décongèle la veille, ou ça dépend. Là, par exemple, en plein été, la performance, il y a eu une odeur très forte qui s'est dégagée, et je voyais dans le public des personnes comme ça qui cherchaient, ils ne savaient pas de charpes, donc ils cherchaient des lambeaux de tissu pour se protéger. Et là, tu tires sur une robe de mariée, tu peux peut-être raconter oui, en fait, je réinvente, voilà, en fait, c'est pas que je l'utilise exactement les objets ou je recrée une liturgie réinventée par mes souhaits, c'est-à-dire libérer le corps
et de stigmatiser, de libérer les corps de cette stigmatisation qu'on a vue avec tout lié à la femme doit souffrir, les femmes doivent souffrir, les femmes sont faibles, ou les corps des femmes doivent se cacher, même les sexes, les vagins, il n'est pas jamais nommé. Et en fait, ces problèmes qu'on a avec la passivité, c'est-à-dire ce sang qui s'écoule, on ne peut pas l'arrêter. Et on a du mal avec ça, même les femmes parfois, et c'est compliqué. Donc là, je réinvente un peu tous les symboles du patriarcat. Donc, par exemple, j'utilise beaucoup les robes des mariés que je remets en scène dans mes performances pour donner une nouvelle vie. C'est-à-dire, c'est souvent des robes que je trouve sur les marchés, et sur les vides-greniers, etc. Et pour moi, c'est le symbole de la tristesse, un peu parce que c'est comme la fin de la créativité, la fin de l'imagination. Et donc là, je le remets en scène pour donner une nouvelle idée. Et la même chose pour les rituels, comme ça dépend des performances, comme ça, si certaines sont plus avec une force en fait, de redonner vraiment une force au corps, d'autres c'est plus avec un effet cathartique, donc des libérations justement et certains sont des hommages aussi, des clins d'œil à des femmes. Là, c'est notamment Niki de Sanfal qui utilisait beaucoup la carabine. Elle tirait sur des bouteilles de couleurs, elle faisait exploser la peinture pour se libérer effectivement, parce qu'elle avait subi des traumatismes quand elle était jeune. Donc pour elle, c'était comme justement, elle avait un effet cathartique sur ça. Donc voilà, ça dépend des performances. Là, c'était effectivement avec la carabine au cirque électrique. Et il y a les fleurs aussi, que comme on a vu, souvent c'était associé à la femme, elle est un peu faible, fragile, donc la fleur, elle est belle, parfumée, etc. Et donc là, je montre effectivement la naturalité des choses, et j'associe souvent le sang avec, je crée des natures, je dis vivantes, pas mortes, avec du sang menstruel, avec des fruits ou des fleurs, pour montrer que c'est quelque chose de complètement naturel. Et qu'en fait, on n'a pas besoin de cacher justement cette histoire de la Julie Chicago aurait créé cette salle de bain immaculée avec les serviettes, parce que par exemple, dans ma génération, c'était toujours caché, il faut cacher la serviette sale, il faut demander en cachette si on a une serviette hygiénique, etc. On s'est toujours caché d'avoir les menstruations, et aujourd'hui, heureusement, ça change. Je suis très contente de vivre ces changements et de peut-être avoir un petit peu contribué aussi avec ma démarche. La symbolique de la lessive que tu as joué à plusieurs reprises, parce que tu les réinventes, tu les modules en fonction du contexte aussi. En plus, les réactions dans les pays nordiques, en France, en été, ne sont pas du tout les mêmes face à la nudité et au sang. Donc là, la lessive, évidemment, toute la symbolique, peut-être tu peux... Oui, la symbolique de la tâche, de la honte, effectivement. Là, j'ai voulu faire une performance à l'intérieur, donc il y en a une à Paris au Générateur, que c'est un lieu de performance, où j'ai vraiment sali beaucoup de linge, de vieux linge, je les sali avec mes traces de sang, et après je les lavais. Et en fait, pour montrer effectivement la matière, comme j'aime vraiment montrer les corps et les sangs dans mes performances, et pour montrer qu'on n'a pas... en fait, pour moi, le message, c'est effectivement de montrer un corps libre, et donc de plus associer cette idée à la honte et à la gêne, à la répulsion. Et je l'ai fait aussi en fait, dans la rue, dans une ville, dans un parc monumental à Rome, Villa Borghese, que c'est vraiment l'emblème de la... En fait, il faut bien se tenir, il faut bien... il faut rien toucher, etc. Parce qu'en plus, c'est des œuvres historiques et tout ça. Et donc, j'ai pris une fontaine monumentale, et j'ai choisi une fontaine à l'aide un ami qui a filmé un peu, fait des photos. J'ai fait une lessive, et après il y a la police à cheval, ils sont venus parce qu'ils sont étonnés souvent, parce qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est, etc.
Et au début, ils n'ont pas trop compris qu'est-ce qui se passait. Et après, bon, heureusement, j'avais un peu terminé. Il y avait plein de gens qui s'arrêtaient. Mais en fait, dès qu'ils voient les sangs, en fait, c'est quelque chose qui met un peu de distance. De distance, exactement. Donc, il n'y avait jamais personne qui s'approche, sauf effectivement, ça dépend des lieux. Par exemple, en Islande ou à Berlin, c'est le moment où j'ai vécu vraiment cet émerveillement de voir que les participants aux performances, le public n'était pas gêné du tout de la présence du son. Et par exemple, là, j'avais créé une espèce d'Éden où on mangeait des fruits rouges. Ça, c'était des vrais performeurs. J'avais proposé un atelier pour faire participer les personnes qui voulaient la performance. Et après, je faisais couler un calice de sang qui était suspendu sur cette table immaculée avec une action. Et à la fin, en fait, de la vidéo, parce que moi, je ne m'étais même pas rendu compte sur le moment, il y avait les gens du public qui passaient dans la table et ils mangeaient des fruits. Pas ceux qui étaient en réel contact avec le sang, mais ceux qui étaient pas loin. Et donc ça, pour moi, c'était une vraie merveille, parce que je me suis dit quand même, on voit qu'ils sont en rapport au corps qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins en fait lié à la répulsion, etc. Et aussi en Islande, par rapport aux performances, les enfants, par exemple, moi on mettait toujours en général à Rome, même en France, il faut mettre des panneaux, surtout pour les sangs, la nudité. Et en fait, les parents disaient, en Islande, il y avait des enfants de 5-6 ans, ils disaient non, c'est pas grave. En fait, ils étaient au premier rang, ils regardaient. Donc ça dépend aussi de comment on vit depuis notre enfance, notre culture, comment on vit cette idée d'être, voilà, de la nudité du corps, de la naturalité des événements dans notre corps. Donc effectivement aussi avec la menstruation. Mais tu as toujours une référence religieuse, là c'est une sève. Enfin, ils ne sont pas 12. Hein. Oui, j'utilise toujours voilà, j'utilise toujours parce que c'est en fait l'éducation, j'ai eu une éducation religieuse, et donc ce qui m'a inspiré en fait dans mon imaginaire. Souvent je dis que la première performance à laquelle j'assistais c'est la messe, et donc je pensais, je le dis souvent dans les interviews, que je pensais que les prêtres sur l'autel, quand ils disaient ceci c'est mon sang, donc c'est pour ça que j'ai créé comme ça les collectifs. Et que c'était du vrai sang qui pouvait. Et donc à la première communion, quand j'ai eu, parce que la première communion on boit un petit peu de vin et après l'hostie, j'étais trop déçue parce que j'ai dit non mais c'est pas du vrai sang. Donc c'était parce qu'on a vraiment on est très proche de la vue du sang dans les œuvres. Dans la liturgie chrétienne, mais aussi dans les fêtes qui sont liées au culte de l'Église catholique. Par exemple, il a toujours ces madones qui larment du sang. Donc c'est des miracles. San Gennaro, par exemple, les prodiges à Naples, qui disent que c'est le protecteur, il était nommé le protecteur de menstruation parce que c'est sang qui décoagule tout d'un coup. Donc le sang des règles, il a cette particularité parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que du sang qui ne coagule pas. Et donc San Gennaro, avec son prodige qui se vérifie trois fois par an, que son sang coagulé tout d'un coup devient liquide. Et donc ils ont dit que c'était, en fait, il est devenu le patron de menstruation. Donc tout ça rentrait dans mon imaginaire depuis l'enfance. Donc je réinvente tous ces symboles, je les recrée en fonction, voilà, de la liberté des corps. Ce qui m'intéresse. Le filtre d'amour, justement, tu m'as dit aussi on va recueillir des témoignages pour introduire ta performance, que malheureusement il en reste 10 minutes. Ah oui, non, juste pour si. Oui. Par rapport à l'endométriose, tu as oui, par rapport à l'endométriose, oui, parce que le collectif que j'ai réuni, il y a plus de 100 participants, donc c'est pas que c'est des artistes avec différents médias, mais aussi des auteurs, des anthropologues, des écrivains, etc. Et il y a une artiste qui s'est occupée beaucoup de la question de l'endométriose, et donc il y a, je crois, 2-3 ans, il a sorti ces livres, c'est en 2 tomes, parce qu'il y a 60 et quelques interviews de femmes qui vivent cette situation, et donc toute cette difficulté des errances médicales, des difficultés de diagnostic, etc. Et aussi, elle a pris des photos parce qu'elle les appelait les invisibles, parce que c'était quelque chose qui
Et récemment, aujourd'hui, on commence depuis quelques années, mais voilà, donc elle a donné visibilité, voix à des femmes qui souffrent voilà, de cette pathologie. Cette tradition des sortilèges, des filtres d'amour avec sang menstruel, on a une intervention de Claudia Benchin en dessus, je te dis, à Bologne au XVIIe, en procès, avec tout un rituel liturgique inversé, baptême du sang qui reprend à l'envers voilà, des formules du baptême. Donc tu m'as dit avoir recueilli dans ton enfance des témoignages. Évidemment, tu les réinventes, mais c'est aussi quelque chose qui a un humus lié à ton expérience directe. Oui, en fait, les témoignages, je les recueillis après, mais c'était des souvenirs que j'avais vraiment très vifs. Par exemple, mes copines à l'école, que j'avais 8-9 ans, elles parlaient que leur tante faisait des filtres d'amour. Moi, j'entendais ces mots. Ils font des filtres d'amour avec du sang menstruel. Et après, en fait, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on entendait souvent. En fait, il y avait toujours dans la famille quelqu'un qui connaissait quelqu'un, une tante, etc., qui pouvait faire ces pratiques-là. Et aussi la pratique de los fascino, c'est-à-dire retirer les mauvais œils. Ce qu'on a dit tout à l'heure avec Evelyne, le fait que les liquides entraient en compétition, par exemple le lait maternel, les sangs menstruels. Donc, je me rappelle que quand il y avait une femme qui allaitait dans la famille, si on avait les règles, il fallait surtout pas la toucher ou faire attention parce que sinon le lait pouvait disparaître. Il y avait des rituels à faire, par exemple dire des prières. En fait, toujours des choses qui se mélangeaient. C'était des choses, des images, par exemple de la Vierge mélangées avec des rituels, avec des herbes, des choses qui n'étaient pas du tout dans la liturgie catholique. Donc, c'était mon environnement en Calabre dans les années 80 quand j'étais enfant. C'était ça l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc c'est pour ça qu'après je suis revenue beaucoup d'années parce que je n'ai pas du tout commencé avec ça dans l'art, mais ça m'intéressait après de revenir sur cette inspiration, pourquoi ces sons m'avaient aussi marqué, etc. Et donc j'ai commencé à interviewer il y a une quinzaine d'années des vieilles dames qui étaient dans les campagnes, qui désormais avaient plus que 80 ans, à propos de l'utilisation du sang menstruel dans les filtres d'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a les anthropologues des années 70 qui ont beaucoup parlé. Oui. Italie du Sud de magie, que ces pratiques étaient très répandues, surtout parce que c'était un pouvoir qui détenait les femmes, justement, c'était la seule façon d'exister à l'extérieur seulement du travail à la maison et des enfants, et c'était effectivement de tenir ces pouvoirs qui pouvaient être transmis de mère en fille, et donc les femmes étaient très attachées à ce genre de pratiques parce que justement c'était leur créativité, leur façon de voir une autre vie en dehors du foyer domestique. Et voilà, donc de ces interviews, j'ai pu reconstruire un rituel. Après, bien sûr, je ne le fais pas exactement en fait, mais c'est inspiré des vraies interviews que j'ai pu avoir avec ces femmes-là. Et aussi dans un roman, c'est très bien expliqué, un roman de Carlo Levi, Le Christ s'arrêtait Boli, que c'est un roman autobiographique d'un médecin qui est exilé à cause du fascisme dans le sud de l'Italie, donc en Basilicate, cette région qui est à côté de la mienne en Calabre. Et qu'en fait, quand il arrive, toutes les vieilles dames elles vont le voir et lui disent « Fais gaffe, parce que vous savez, vous êtes un bel homme, vous êtes médecin, toutes les femmes elles vont vous faire boire du filtre dans l'eau. » Et en fait, il décrit après, parce que lui aussi, là, c'était vraiment le moment où tout le monde faisait ça, donc il s'intéressait. Et donc, dans ces romans, il décrit comment on pouvait faire, aussi les formules qu'on devait réciter, etc. Il y a eu un film, Le Christ arrêté avec Boli. Il y a eu un film, me semble-t-il. Je sais, moi je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est vraiment... Je n'ai pas lu le roman, mais l'année 60, fin années 70. Ouais. En tout cas, dans les procès de sorcellerie, il faut faire boire ce filtre mêlé... Ouais, il faut le dissimuler dans la nourriture en général. Il y a différents, parce que selon les régions, après... C'est une question. Faut-il que ce sang soit forcément dissimulé? Ouais. C'est la fiction. En fait, il faut le faire, c'est de la magie. Ils disent que c'est blanche, mais c'est pas tellement, parce qu'après on crée un lien, on ne peut pas les dissoudre. Donc c'est un peu noir, mais il faut les dissimuler. En général, dans les vins ou dans les cafés, parce que justement, elle a un goût fort.
Les sorcières Dans au les 17e, pizzas, il y avait au écrit 17e, c'était les gâteaux. Est-ce que la personne tombe amoureuse de la femme dont c'est les règles? Ah oui, oui. Oui, voilà, d'accord. le sang devient un liquide très puissant mais après c'est distillé parce que c'est pas du sang direct, mais il faut le macérer avec des herbes ancestrales comme je vais faire et après effectivement prendre trois gouttes et les distiller dans les cafés ou dans les vins. Le sang utile. Mais il faut bien que ça soit le sang de la... La question c'était, il faut que ça soit le sang de la personne. Ah Donc, oui, qui veut qu'on la tombe pers- amoureux d'elle. Oui, parce qu'en fait, les sorcières, quand je suis allée les voir, je n'avais pas compris, excusez-moi la question. Ils demandent si moi j'allais parfois en disant que j'étais malheureuse, que je voulais faire tomber amoureuse de moi quelqu'un, etc. Et donc elle me disait, il faut que tu m'amènes ton sang menstruel. Et avant, ça n'existait pas tout le système de la coupe menstruelle, etc. Donc elle te proposait de mettre une compresse en coton et après le presser dans un contenant et après l'amener et elle aurait fait tout et après elle rendait à la personne les filtres et pour l'utiliser. Elle a aussi la formule magique, il faut le dire en même temps, donc elle te passe aussi la formule que tu devais réciter en cachette lorsque la personne le pouvait. Tu les réinventes les formules, j'imagine. Oui, après moi, oui, voilà. Après moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la matière et après, oui, je réinvente. Mais les formules, par exemple, une des plus que j'ai plus écouté, c'était sang de tes veines rentre dans mes veines et tu ne sortiras plus jamais. Pour ne plus. Voilà. Donc c'est vraiment. Ça fait un peu peur. Donc. J'imagine qu'il y a dû avoir des erreurs parfois sur le sang, des sorcières qui se trompent et qui mettent le mauvais sang dans une autre femme. Ouais, Ça pièce de pourrait être des Shakespeare. drames. Ouais, peut-être. Sans jubilé. Oui. Et après, il faudrait construire un antidote, fabriquer un antidote pour revenir en arrière. Je ne sais pas si on peut le faire, ça, par contre. Tu veux y aller? Ouais. Puis il me place ici.
Attention. Ne plus jamais boire de café auprès d'elle. Ça ne nous regarde pas. Mais après, ça peut devenir un objet aussi, par exemple, de guérison ou de divination. En fait, les filtres d'amour, c'était la première pratique, disons, la première utilisation vraiment pour magique, mais on peut l'utiliser aussi pour, par exemple, comme un objet de propitiation ou mélanger aussi avec. Ça dépend aussi des herbes qu'on utilise, parce que, par exemple, les clous de girofle, l'encens, ça sert beaucoup aussi pour le nettoyage de l'énergie ou une bonne augure. Voilà. Donc, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on va faire avec. Moi, il y a deux choses qui m'ont étonnée. La première, c'est que, vu la quantité de sang que tu as dans ton petit flacon, que tu ne mettes finalement que quelques gouttes qui après deviennent, se colorent l'eau. C'est de l'eau. Oui, mais je pensais qu'il y aurait plus de sang là, c'est vraiment quelques taches de sang. Oui, c'est ça. Et justement, tu as une très grande quantité de sang dans ce flacon. Ça représente combien de recueils de sang pour... Non, ça c'est pas grand-chose, ça c'est un jour, même pas plus, c'est normalement de ça. En fait, après ça dépend des femmes, mais sur 3 jours de règles, je peux remplir toute la bouteille comme ça. Après ça dépend, pour le rituel, vraiment il en faut quelques gouttes. Mais pour les performances, c'est... Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est le silence, finalement. Le fait de le faire en silence, qu'il n'y ait pas de paroles, de prières dites. Parce qu'en fait, c'est secret. Normalement, les formules magiques sont secrètes, donc moi je l'ai dit dans ma... Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir si... tu as pu relever aussi dans toutes ces pratiques l'exemple de pratiques qui viseraient à déterminer le sexe de l'enfant. Ah oui, il y a avec la pendule souvent. Mais pas avec le sang l'interdit. Non, avec le sang, pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Et tout à l'heure, tu parlais du mauvais œil. Là aussi, c'est avec le sang ou c'est avec des herbes ou c'est, non, c'est avec des... En fait, il y a aussi des pratiques avec des formules magiques, mais on utilise beaucoup l'huile d'olive pour retirer le mauvais œil ou les selles. C'est étonnant. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce qu'en fait, selon si l'huile d'olive se propage, selon comme il se propage, par exemple, dans les récipients qu'on utilise, on peut savoir si la personne elle a atteinte par un mauvais œil. Après, il faudrait faire la pratique en la suite. Et après, l'huile change selon les énergies. Et donc, si je peux rajouter un élément, puisqu'on a parlé tout à l'heure de sorcellerie, je regardais un très bon documentaire en 4 épisodes sur l'histoire de l'antisémitisme, qu'on peut voir sur Arte en ce moment, qui rappelait quand même que la chasse aux sorcières a lieu après l'expulsion des Juifs d'Europe, de la plupart des pays, et réinvestissent un certain nombre de stéréotypes, le chapeau pointu, et le sang. Sur les bébés aussi. Et oui, puisqu'il y avait donc parmi les croyances attachées à l'antisémitisme, les crimes rituels, le sang qui était recueilli des enfants pour faire du parasime. Et donc le sang est aussi, a aussi cette histoire longue et c'est vrai que moi c'est la première fois que la connexion, je ne l'avais pas faite, et très étonnant, et c'est assez frappant, c'est documenté par l'iconographie. Le chapeau pointu qui est un élément rajouté pour distinguer le juif dans l'iconographie chrétienne, qui est repris pour désigner les sorcières. D'autres remarques, questions? Sophie, toi qui aimes les sorcières? Elle a
celui qui achète. On lui a acheté un sort. Oui, c'est ça. Elisabeth, non plus? Particulière pour les sorcières. Voilà. Je pense à l'ordonnance criminelle de 1670 qui a décrété que bien, les sorciers et les sorcières étaient des escrocs. Et donc c'est fini, on ne les poursuivait plus pour sorcellerie mais pour escroquerie ou empoisonnement. Ah. On va arrêter là alors. Merci infiniment à vous. Merci Paola, merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir participé activement, d'avoir écouté, d'avoir posé des questions. Et c'était un très beau séminaire. Pendant toutes ces séances, on a beaucoup appris, on a beaucoup échangé, beaucoup dialogué, ce qui montre aussi que l'interdisciplinarité est possible et souhaitable. Et,